Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai pas trop respecté le féminin, donc bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Voilà, j'ai un petit peu corrigé. Pour ce nouveau numéro de Vintage Wrestles, comme d'habitude à l'approche d'un grand pay-per-view, nous faisons voyager un petit peu dans le passé avec la review d'un pay-per-view, un grand pay-per-view. Et là, pour la première fois de l'histoire de Wrestles Radio, ce sera la TNA, avec dans quelques jours Bound for Glory qui aura lieu donc le 20 octobre à San Diego. Bon, l'histoire de la TNA est moins fournie forcément que la WWE, donc on remonte moins en arrière. Et cette fois-ci, on reviendra jusqu'en 2005 avec Bound for Glory, bien sûr. Mais avant de détailler tout ça, je vais vous présenter un petit peu qui est avec moi, donc qui fait équipe avec moi, Boosty. Voilà, oui, je me présente quand même. Et donc salut Sébastien. Oui, bonjour à tous. Je suis content de faire pour la première fois un numéro vintage, quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps et ça y est, je suis là, je peux le faire. Ah oui, effectivement, là tu fais l'histoire parce qu'effectivement il y a des habitués du vintage et d'autres un peu moins habitués. Et après il s'agit de disponibilité bien sûr. Et en parlant d'habitués du vintage, voilà un routier que vous avez l'habitude d'entendre parler du passé, c'est MP. Salut MP. Salut à toi Brosty et salut à Sébastien aussi. J'essaie de faire plus souvent le vintage parce que c'est vraiment un truc que j'aime d'aller un peu en arrière dans le temps et même si bon on est juste 8 ans en arrière, il y a plusieurs choses qui ont changé à TNA puis il y a plusieurs noms maintenant qui ne sont plus là donc on va avoir quand même un roster totalement différent, j'ai l'impression. Et oui, effectivement, là c'est tout à fait autre chose et puis je pense que vous allez découvrir des choses d'ailleurs que vous nous avez demandé. Parce qu'à vrai dire, on avait prévu de faire ce podcast, fait un petit peu, ça a été un petit peu confirmé par vos demandes, donc c'est avec plaisir qu'on le fait, on espère que vous allez apprécier. Et donc le retour sera sur le Bound for Glory 2005, le tout premier qui avait lieu à l'Impact Zone, ce sera le seul d'ailleurs qui aura lieu à l'Impact Zone, parce qu'ensuite ils voyageront, et c'était le 23 octobre. Bon, avant d'y aller, un petit jingle avec le theme song du pay-per-view. À tout de suite. Voilà, de retour à l'Impact Zone. Évidemment, vous la connaissez, l'Impact Zone d'Orlando en Floride, est pas forcément très endiablée, quoique, on verra tout à l'heure. Petit détail avant de commencer, historiquement, d'habitude, on a l'habitude d'entendre que l'Impact Zone, pour assister au show, il suffit juste de se présenter, c'est gratuit. Sauf que là, exceptionnellement, c'était payant. Voilà, donc un petit événement quand même. Donc voilà, et puis sans plus tarder, on va passer au pré-show. Le pré-show qui a été télévisé en libre accès avant le pay-per-view et un sacré match, un 4-way à 4, très type X-Division avec quelques noms que vous allez entendre bien connus encore maintenant, avec Sonjay Dutt qui avait battu Alex Shelley, Austin Harris et Roderick Strong après 12 minutes 31 secondes. Donc, je vais sans plus attendre demander d'abord l'avis sur le match à Sébastien. Moi j'ai vraiment apprécié ce combat-là, c'est vraiment une action pure X-Division à l'ancienne, un combat très rapide, ça s'enchaîne rapidement, c'est un spot fest en quelque sorte, mais celui-là est très bien réalisé, j'ai trouvé. C'est un match qui définit presque le nom de la TNA, Total Non-Stop Action. C'est du début à la fin, vraiment je ne suis pas du tout ennuyé dans ce combat-là. J'ai vu aussi un Austin Harris qui utilise les mêmes prises qu'actuellement, ça m'a surpris. En 8 ans, il a quasiment pas changé son moveset et ça c'était assez étonnant. Je crois que j'ai aussi vu quelques prises de soumission assez rares et qui m'ont bien impressionné, notamment de la part de Alex Shelley, mais je crois que globalement c'était très réussi et ça donne envie aux personnes d'acheter peut-être au dernier moment le pay-per-view quand tu vois un tel match. Et ton avis sur Roderick Strong, parce que j'imagine que tu dois pas le connaître beaucoup, parce que maintenant, c'est un habitué de la ROH surtout, c'est un homme de la ROH. Et à l'époque, il était surtout associé à Austin Harris, et les deux, à vrai dire, ils auraient été licenciés malheureusement quelques semaines plus tard, suite à un retard lors d'un pay-per-view début 2006.
Voilà, après Ostinaris évidemment a pris sa revanche, mais t'as pensé quoi de Strong que tu découvrais, je pense? Ah, c'est vrai que c'est quasiment la première fois que je le vois en action, je crois bien. Mais à vrai dire, j'ai pas vraiment fait. Il m'a pas vraiment euh, marqué plus que ça. J'ai plus apprécié ce qu'ont fait Harris et Shelley par exemple. Strong m'a paru un petit peu en retrait. Enfin, c'est peut-être mon avis personnel parce que je le connaissais pas, mais il m'a pas épaté non. Ah ouais, bon d'accord, mais un peu plus habitué peut-être à Roderick Strong, peut-être MP. Ben, j'ai déjà vu Roderick Strong à plusieurs occasions quand même à la ROH. J'y suivi un peu, surtout dans la période où il était champion. Euh, C'était en 2010, je crois, quand Oui. Taylor Black, maintenant Seth Rollins, est parti de la ROH. C'est quand même Roderick Strong, c'est pas un mec facile à aimer, je veux dire, dans le style, parce que c'est un mec qui a un style pas vraiment... par exemple, si on regarde Austin Aries avec Shelly, Sanjay Dutt, c'est tous des mecs qui ont un style plutôt high flyer. Ils peuvent se débrouiller quand ils sont sur la troisième corde, mais Roderick Strong, c'est plutôt un mec qui va rester plutôt dans le style un style au sol ou un style qui va travailler les backbreakers, les godbusters, ces genres de type de mouvement. Puis c'est un mec qu'il faut regarder, j'ai l'impression, plus en un contre un ou dans des matchs plus longs pour vraiment apprécier le talent du mec. Puisque là, c'est un four-way, une douzaine de minutes, un peu... il était pas vraiment un mec important, j'ai l'impression, dans ce match-là, quoi. Surtout que je pense que le focus vraiment du match, c'est Sanjay Dutt qui a eu vraiment beaucoup d'offensives dans ce match-là. Puis je pense que, comme Sébastien l'a dit, c'est vraiment un bon match pour aller voir. Je veux dire, si tu veux inciter les gens à acheter ton pay-per-view, je vois pas vraiment de meilleur match, quoi. Il y a l'action du début à la fin. Euh, Si t'as ça pendant tout le show, quoi, c'est énorme. Donc, un bon 12 minutes, un spot fest qui est vraiment bien réalisé. Tu vois, des fois, des spots fest qui ils regorgent de botch. Cette fois-là, c'était pas le cas. C'était bien réalisé partout. Puis j'ai retrouvé Don West en plus, donc j'étais très content, quoi. Et oui, c'est vrai, bah, on a connu pendant très longtemps Mike Cheney qui est toujours commentateur et puis Don West qui malheureusement depuis 2011 je crois n'est plus commentateur, si je me rappelle bien. Enfin en gros depuis que Taz est là quoi. Et ouais, Puis aussi, c'est une sacrée voix. désolé de te couper la parole, j'ai oublié un truc. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, j'ai un bon élément de comparaison. Je sais pas si, bon, si vous avez regardé la télé récemment, le four-way à Destination X, je crois, 2011, avec Austin Aries qui décroche le contrat pour finalement être à la TNA, c'est un peu le même style de match, quoi. C'est un peu ça arrête jamais, quoi. Ah oui, un peu, c'est vrai, ouais. Mais c'est vrai que je rebondis sur ta mise en valeur aussi de Sonjay Dutt. C'est vrai qu'il avait vraiment une partie spectaculaire, lui, dédiée, et les autres une partie un peu plus technique, j'avais l'impression. Après, j'ai bien aimé, c'est un moment leur truc là, ils ont fait un carré de soumission, l'un qui soumet l'autre, qui soumet l'autre, qui soumet l'autre. Ça, c'était sympa. Ils ont réussi quand même à beaucoup faire réagir le public, ce qui est assez impressionnant, un public qui admirait beaucoup Austin Harris. Faut avouer que le public à l'époque, bah, il voyait arriver, je vais y venir tout à l'heure, enfin on va y venir tout à l'heure plutôt, C'est, des grands noms de la ROH, donc oui, forcément. c'est un public aussi différent, j'ai l'impression, parce que c'est un public qui était beaucoup plus connaissait beaucoup plus le milieu indépendant, j'ai l'impression à l'époque. Il y a déjà un mec, bon, j'ai remarqué aussi qu'il y avait un mec dans la première rangée qui avait un t-shirt de la PWG, qui est une grande fédération indépendante quand même. Puis j'ai l'impression que si t'emmenais des mecs de la ROH, de la PWG, cette foule-là la connaissait, quoi. S'il n'y avait pas de problème aujourd'hui, si tu ramènes, je sais pas moi, un mec de la PWG, mais par exemple Michael Elgin, j'ai l'impression que pas tout le monde va le connaître. Et à cette époque-là, j'ai l'impression que la TNA était beaucoup plus euh, liée à ces fédérations-là. Ah, c'est C'est vrai que vrai. si on compare en 2013, maintenant c'est beaucoup plus mainstream la TNA, c'est clairement. Et oui, d'ailleurs là, bon, mais avant, enfin, je vais rappeler quelques petits trucs, mais avant, c'est vrai que il était très réputé, les catcheurs luttaient aussi à la ROH, et depuis l'arrivée d'Hogan et Bischoff, en gros, ils le font plus, il y a plus de connexion avec les autres fédérations. Ou alors très très légère, ça arrive un petit peu, mais vraiment très très légère. Mais avant, ouais, ça allait de partout. Petite précision, lors du pré-show, il y a aussi eu Raven qui a réclamé d'affronter Jeff Jarrett. Ouais, tout à l'heure, on reviendra un petit peu sur les raisons du main event, pourquoi il réclame d'affronter Jeff Jarrett. Alain Zbyszko qui était Zbyszko, pardon, qui était à l'époque general manager, un grand catcheur des années 80.
Je sais pas si Sébastien, tu t'as connu un petit peu Larry Zbyszko comme manager de la TNA parce qu'il a été quand même un bout de temps. Je l'ai très peu aperçu à la TNA, ouais, mais c'est vrai que je le connais pas vraiment. Ce personnage, je pourrais pas vraiment en parler, non. Et MP, du coup, tu l'as un peu vu ou? Ben, j'ai vu dans les shows d'Athéna cette époque-là que j'ai regardé. Je l'ai vu un peu d'in-ring de lui. Je dois dire que je le connais pas particulièrement. Je crois qu'il avait fait une team avec Ann Anderson dans les début des années 90. Là, je veux pas confirmer là parce que j'ai pas vu tant que ça de match 2, mais je crois que il a fait une team avec Arn Anderson à la WCW. Et puis en 1980, il avait fait, je me rappelle plus précisément, mais il avait fait le show qui avait fait le plus de recettes de l'histoire du catch à l'époque. Donc c'est quand même une grande figure que la TNA avait quand même réussi à attirer comme general manager. Donc ça a aidé. Enfin, c'était un petit peu différent du Kogan à l'époque, même s'il était voilà très très comment on dit populaire. Voilà, c'est ça. Et petite particularité, Shane Douglas c'était l'homme de vestiaire aussi qui faisait les interviews un petit peu déluré quoi. Très très en forme, voilà. Donc pour démarrer le match, justement les petits ponts de fédération à l'époque, la TNA en faisait beaucoup avec les NJPW jusqu'à encore il y a peu, jusqu'en 2010, ils en faisaient encore. Et cette fois-ci, il y a un match, à mon avis, qui a dû énormément plaire à MP, à deux de ses chouchous qui s'affrontaient. L'invaincu Samoa Joe, là, qui était arrivé depuis quelques mois et qui n'avait toujours pas perdu un match et qui n'allait encore connaître une sacrée série d'invincibilité avant de perdre en 2006 contre Kurt Angle qui allait arriver plus tard, donc. Mais là, il affrontait Jushin Thunder Liger, c'est-à-dire une grande légende du côté du Japon, de la NJPW, qui a quand même... Inventeur du shooting star press aussi. Ouais. Avant l'heure, oui voilà. Et avant l'heure, justement, voilà, le shooting star press qui est quand même un move aérien. Avant l'heure, il a un peu codifié ce qui a fait le succès un petit peu de l'X Division. Paradoxalement, il a été champion junior heavyweight une douzaine de fois, c'est-à-dire junior heavyweight, on peut comparer à l'X Division tout à fait, c'est exactement ça. Donc à l'arrivée, Samoa Joe a gagné du coup après 7 minutes 15, pas mal engagé ma foi, Justin Liger qui a donné du répondant, qui a essayé de chercher la solution face à la puissance de Samoa Joe et qui a enchaîné à la fin, c'était très spectaculaire quand même, le Muscle Buster et puis qui a enchaîné le Coquina Clutch pour gagner par soumission. Donc moi personnellement je me suis régalé devant ce match. Et toi MP? Moi aussi, je me suis régalé, même si j'ai trouvé un peu le match un peu court. Puis une note intéressante, pour ce Dream Match, on a déjà eu un autre Dream Match avec Samoa Joe et une légende japonaise cette année-là, avec Samoa Joe Kenta Kobashi à l'Air Wash, un match 5 étoiles. Vous avez si vous écoutez ce podcast, vous avez jamais regardé ce match-là, je dirais pas d'arrêter le podcast immédiatement, mais peut-être après le podcast, allez faire une petite recherche sur YouTube, puis vous allez vous régaler. C'est un bon, 30 minutes d'action phénoménale avec une foule qui suit chaque mouvement des deux hommes, donc ça c'est super. Ce match-là, c'est pas un 5 étoiles, ça on s'entend. C'est un opener de 7 minutes que j'ai trouvé bon, mais que je trouve que pour un Dream Match, on fait venir Liger dans le plus gros show d'Athéna à l'époque. J'ai l'impression que on aurait peut-être pu avoir un match un peu plus long, tant qu'à enlever un des matchs suivants, là, par exemple le Six-Man qui suivait, par exemple, qui aurait pu avoir eu lieu à Impact sans problème. D'ailleurs, Impact était sur Spike TV depuis peu, je pense. Ah oui, ça a débuté, oui. Parce qu'avant, c'était en version pay-per-view depuis 2002, donc la création. Et oui, voilà, ils se sont lancés comme ça, oui. Et d'ailleurs, c'était diffusé le samedi soir. Ça je l'ai appris également en visitant ce show. Samedi soir et je pense très tard en plus. 22h, 23h dans le fond. 10-11h PM. Donc une diffusion très tard. Il était un peu moins désigné PG qu'à l'époque. Il y avait pas mal de sang aussi à l'époque. Donc c'est peut-être pour ça. Très très animé les shows à l'époque. Puis juste pour terminer mon analyse sur ce match-là, j'ai bien aimé avoir
Je trouve que TNA a fait un très bon boulot là-dessus parce qu'il a bien reconnu le talent de Jushin Liger, l'a ramené ses règnes d'IWGP Junior Heavyweight Champion. Puis je trouve qu'il analysait bien aussi les moves que Liger faisait. Par exemple, son kick dans le coin, je me rappelle plus exactement le nom, mais un move classique de Liger que Mike Tenay a bien identifié. Donc je trouve que c'était très bien de ce côté-là. Puis la foule aussi connaissait le mec, donc on avait une bonne réaction à ces moves-là. Donc par exemple, si on amène Liger à Tenay, par exemple, en 2013, je pense pas qu'on aurait une foule qui le connaisse aussi bien et qu'on n'aurait pas nécessairement une aussi bonne réaction. Donc, j'ai trouvé ça super. Puis il y avait aussi pour terminer mon analyse, il y avait aussi le président de la NGPW qui était ringside pour l'anecdote. Ah bah oui, oui c'est vrai, oui. Ben, comme quoi il y avait une sacrée alliance entre les deux fédérations qui allait durer encore quelques temps vu que il y avait la fameuse après World X Cup pardon chaque année avec une équipe américaine, une équipe japonaise, une équipe mexicaine, donc il y avait vraiment des ponts avec d'autres fédérations avant. Pas que la TNA Et on a eu aussi une bonne run de No Limit qui était là, je pense, en 2009 pendant quelques mois. Puis on avait aussi les titres IWGP Junior Tag Team Champion, je crois. Oui, oui, À la TNA à cette époque-là. oui que Bully Ray et Devon avaient gagné. Ah ouais, effectivement. Ça avait créé d'ailleurs une petite polémique entre la TNA et la NJPW parce qu'ils avaient détesté à l'époque, pour l'anecdote, bon là évidemment on a remonté le temps, que la Team 3D perde les ceintures de la NJPW contre la team British Invasion. Donc ça ils avaient détesté. Forcément NJPW on peut les comprendre parce que bon, tu tripotes pas une ceinture d'une autre fédération comme ça dans la TNA s'était sauvée en donnant un peu d'argent à la NJPW oui, c'est sûr, ouais. Ouais, bon. Mais pour revenir au match, encore une fois là, Seb, là, à mon avis, tu découvrais Luther contre Samoa Joe quand même qui sortait aussi de quelques mois d'une énorme rivalité avec CM Punk aussi. On peut se rappeler les ROH, cette série de 3 matchs mythiques. Ensuite, leur évidemment, a eu le succès qu'on connaît maintenant à la WWE. Et puis Samoa Joe, depuis, il a eu le succès à TNA un peu moins depuis quelques temps, mais voilà. Mais il était à son sommet à l'époque. T'as pensé quoi? Déjà, ouais, comme tu l'as dit, moi, c'était la première fois que je voyais cette légende japonaise en action. Je connaissais le catcheur, mais purement de nom. Je savais que c'était un catcheur très respecté à travers le monde, mais je l'avais jamais vu en action, un contre un. Donc c'était la première fois que je le voyais dans un match plutôt court. Donc j'ai été déçu de ne pas voir plus du talent de ce lutteur-là. Sinon j'ai bien aimé le début du match. Déjà, rien que l'entrée de Samoa Joe, tu voyais que c'était important. Parce que c'était une entrée traditionnelle avec ses confrères de son île Samoa. Il a danse, je crois qu'il a fait oui, une danse, l'espèce de haka ou je sais pas trop quoi. Déjà ça montrait il y avait pas de theme song, il y avait uniquement la danse. Oui. Ouais, c'est ça, voilà. J'ai aussi senti que le public avait beaucoup de respect pour les deux catcheurs, donc ça a donné une ambiance très bonne, ce qui est assez rare pour le souligner à l'Impact Zone. Sinon, ouais, je suis un peu déçu comme dit parce que j'ai l'impression que la seconde vitesse n'a jamais été enclenchée finalement. On est resté sur un match à la première vitesse avec des prises basiques mais ça donne quand même un match solide malgré qu'il aurait pu être beaucoup mieux, je pense. Bon, on peut passer à la suite si MP n'a rien à rajouter par exemple. Non, ça va. Je pense qu'on peut passer au prochain match. Oui, un match qui va peut-être faire un peu moins parler, mais avec pas mal d'histoires de catcheurs. Un match par équipe entre le groupe Diamonds, pardon, in the Rough, le groupe de Simon Diamond, qui était en équipe avec David Young et Lex Skipper, et ils ont battu Apollo, Sonny Siaki et Shark Boy. Donc petite historique rapide des hommes. Simon Diamond, il est plus connu maintenant sous le nom de Pat Kenney, c'est un roi d'agent à la TNA. Et il doit son identité à l'époque où il était à l'ICW avant, et puis du surnom de son mentor Dean Malenko. Alex Skipper, grand catcheur reconnu de la TNA, qui était membre de la fameuse Triple X, l'équipe avec Christopher Daniels et Loki avant, qui a été en équipe avec David Young jusqu'en 2006, et ensuite les deux ils sont partis quasi en même temps de la TNA en fait.
Et en face, Apollo, c'est quelqu'un qui a été champion par équipe avant, en 2004 de la TNA, et qui faisait équipe là à l'époque du match avec Sonny Siaki. Et Sonny Siaki, bah, c'est quelqu'un qui a été du tout premier match de la TNA en 2002, membre du groupe Flying Elvis, où il avait lutté lors du premier match avec Jimmy Yang et Jorge Estrada. Donc ils avaient affronté, je crois, AJ Styles, Loki et Jerry Lynn, si je me trompe pas. Donc quand même, il y a un petit peu d'histoire dans ce match, mais bon, à l'arrivée, pas exceptionnel, j'ai trouvé Sharkboy, voilà quoi. Mais si, il y a eu quelques bons trucs, mais évidemment, surtout Elix Skipper, évidemment, qui est au-dessus du lot, Diamond qui était très très manager dans le match, mais sinon, bof, voilà. Il a duré 7 minutes 07. T'as pensé quoi, Seb? Moi déjà dans ce match, je ne connaissais que Skipper et Sharkboy. Les 4 autres lutteurs, c'était la première fois que je les voyais quasiment, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Ou alors Oui. Diamond, t'as dû le voir, mais de façon anecdotique en coulisses sur les derniers mois. Oui, je l'ai très peu vu. Ouais, c'était vraiment la période où je commençais à peine à voir la TNA, donc j'ai pas forcément d'énormes souvenirs de ce clan-là, mais ça me disait quelque chose, ouais. Sinon, sur le match en tant que soi, c'est clairement pas le match le plus attendu de la soirée, mais je trouvais que l'action était quand même plutôt présente. J'ai été quand même assez impressionné par Apollo. Je crois qu'il a fait un sacré match. Il a fait de grosses prises et notamment un saut à l'extérieur du ring qui m'avait assez marqué parce qu'il a quand même un gabarit assez imposant et il parvient à faire des choses. Il fait penser à Del Rio en fait. C'est marrant, moi il m'a fait penser à Del Rio maintenant quoi. Voilà. Pas vraiment, mais si tu dis. Enfin, perso moi, hein, mais je veux dire dans sa facilité à bouger par rapport au gabarit, j'ai trouvé si. Ouais, mais Del Rio quand même beaucoup moins musclé quoi. J'aurais comparé à Hernandez si je devais vraiment le comparer. Ah. Sinon, ouais, au niveau de la victoire finale, c'est totalement logique de donner la victoire à un groupe, un véritable trio, plutôt qu'à un assemblage de 3 catcheurs individuels. Donc, ouais. Même si Apollo et Siaki étaient en équipe. Hein. Ah bon, ah ben je l'apprends. Oui. Alors Sharkboy, qu'est-ce qu'il fout là? Voilà. D'ailleurs, il a pas fait grand chose à part mettre ça un jour dans les fesses. T'as la pensé quoi, MP? Pas nécessairement Sharkboy, sans mot. Ben, moi, j'ai toujours aimé Sharkboy, là, mais bon, c'est juste pour l'anecdote. Aussi, je vais un peu ramener le contexte historique. Dans le fond, pourquoi Diamond in the Rough a gagné? Parce que le groupe a été formé, je pense, il y a quelques mois avant. Et dans le fond, c'est Diamond qui a été chercher Skipper et David Young, qui étaient des mecs qui étaient plutôt, disons, perdus, quoi. Qui a eu plusieurs défaites et qui faisaient plutôt rien à cette époque-là à TNA. Surtout Skipper, avec la fin de Triple X, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, ils les ramenaient dans un clan et dans le fond, le but de Diamond, il voyait, par exemple, comme le nom, le groupe l'indique, des diamants non polis, quoi. Donc, il voulait essayer d'amener ces deux mecs-là au sommet. Donc, ça fait du sens le finish que ce trio-là gagne pour essayer de donner une certaine crédibilité. Puis, je vous rejoins, c'est un match plutôt qu'on se rappellera pas sur pay-per-view, quoi. Puis, j'ai que retenu, quoi, la séquence de dive vers la fin. Puis, une fin un peu que je trouve qui arrivait nulle part, quoi. On a eu cette séquence de, je crois, 3 dives à l'extérieur, puis on a eu, je crois, un roll-up ou je sais plus quoi Non, à la fin. Ça finit par une combinaison en fait de Young et Skipper. Ok. Tu vois, ma mémoire me fait encore défaut, mais surtout que j'ai aucune excuse parce que j'ai vu le show personnellement aujourd'hui, un petit bout hier, donc j'ai aucune excuse, mais ouais, je trouve que le finish sortait un peu de nulle part, quoi. Ah bon, on verra ce que tu diras du finish du prochain match. Et entre Monty Brown, la boule de muscle qui fait un peu penser à Biggie Langston personnellement, et qui a affronté Lance Hoyt, il a gagné au bout de 6 minutes 32. Alors Monty Brown, il a été connu après coup sous le nom de Marcus Von Korn à l'ICW, la brand de la WWE. Auparavant, vu son gabarit, il a fait du foot US, il a carrément été en finale au Super Bowl avec Buffalo Bills et il a été formé par Dan Severn quand même. Et puis il a commencé à TNA en équipe
en 2004 au tout début avec Chris Sabin. Donc il était plutôt bien entouré, il était même désigné meilleur débutant en 2004, même associé à Jeff Jarrett. Et moi j'ai pas trouvé très convaincant dans le match face à Lance Hoyt. C'est le vrai nom en fait de celui que plus généralement on connaît sous le nom de Lance Archer évidemment à la WWE ensuite. Et la NJPW maintenant. Oui, voilà, qui est champion par équipe, effectivement, avec Davey Boy Smith Jr., le fils du Bulldog, le British Bulldog. Et Lance Hoyt, moi j'apprécie le gabarit, quand même, le profil, parce que c'est un big man quand même. Il est très grand, mais il est très polyvalent et il n'hésite pas à aller sur les cordes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait dans ce match-là. C'était le truc sympa du match, j'ai trouvé, parce qu'après, voilà quoi, il fait pas grand-chose à mon avis. Je trouve que ce match-là a vraiment prouvé que Lance Hoyt, c'est un mec, même malgré son gabarit plutôt, il peut vraiment donner des bons matchs, quoi. Puis il est vraiment excellent, je trouve, particulièrement si on regarde ce qu'il fait à NJPW aujourd'hui, quoi. Tu vois, ce mec-là, pourquoi il a pas réussi au USA, je comprends pas, quoi. C'est clair qu'il a un certain talent, quoi. Oui, ça restera bizarre parce qu'à TNA il sera pas très bien exploité parce qu'il formera une équipe qui sera Rock'n'Rave Infection avec Jimmy Rave et ils étaient accompagnés de Chris Siemi, mais il n'a jamais vraiment eu de grande chance à la TNA. Et à WWE il avait bien commencé son run, enfin il avait commencé costaud, mais très vite il était retombé, c'est vrai. Mais c'est bien maintenant, hein. Mais à l'époque, il démarrait bien, moi je trouvais, c'est ça qui est dommage. Je sais pas ce que t'en penses, Sébastien, également de Monty Brown. Ouais, Monty Brown, c'était un catcheur aussi que j'avais connu lorsque je regardais la TNA à mes débuts. C'était quelqu'un qui était souvent exposé comme étant l'un des futurs de la compagnie, mais il a jamais percé finalement. Oui, il a eu aucun titre. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, palmarès vierge. Presque comme Lance Hoyt, j'ai envie de dire, puisqu'il n'a eu que 2 titres par équipe à la TNA avec Kid Cash, alors que je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux, parce que comme MP l'a dit, c'est un talent qui est sous-exploité à mon avis. Il est plutôt grand, il est très agile, il est capable de faire de bonnes choses dans le ring, donc je suis déçu qu'il n'ait pas eu un succès plus important que ça, que ce soit à la TNA ou à la WWE également, où il a raté totalement son passage. Sinon concernant le match en tant que soi, c'est encore un match rapide, j'ai pas la durée exacte, mais je crois qu'on est très là. c'était 5 minutes 32, voilà, donc c'est 6:32. Bon, ça fait pas une grande différence, tu me diras, mais voilà. Mais c'est encore plus court que les 2 premiers. Sinon, il y avait des mouvements intéressants pour des big men, mais sinon, c'est totalement oubliable pour ma part. Ouais, moi aussi, c'est vrai. Enfin, en dehors de la performance de Lance Hoyt quand même qui s'est un petit peu débrouillé, mais Monty Brown vraiment fait le minimum dans ce match. Je trouvais ça me frappait quoi, frère. Mais bon, je suis pas étonné parce que je connais un peu le gars. Bon voilà, il a pas, c'est le profil vraiment de big man défenseur quoi. Bon, s'il y a rien à rajouter, je pense qu'on va passer à la partie Kempe va adorer, je pense. Rien à rajouter. Laquelle? Un match par équipe. D'ailleurs, je vais te faire commencer, mais avant, je vais quand même parler, l'annoncer le match. Mais après, je sens que tu vas te taper un petit hymne. La fameuse Team Canada, évidemment, qui a quand même bousculé à l'époque la TNA complètement, composée cette fois-ci de Bobby Roode, qui était déjà là à l'époque, Eric Young, déjà là à l'époque aussi. Et A1, A1 plus dans ce cas-là pas forcément un régulier de la Team Canada, c'était plus Johnny Divine. A1 c'était un bodybuilder avant qui a pas marqué énormément, qui s'est même fait pas mal chambrer par le public. Et voilà, d'habitude c'est plus Johnny Divine qui a été en période de blessure, donc du coup c'était A1. Avec évidemment le fameux coach d'Amore qui est à l'extérieur avec la fameuse crosse de hockey, qui a battu le groupe opposé, c'est-à-dire les Free Life Crew, c'est-à-dire Conan, Ron Killings et B.J. James. Alors, petit détail, Conan, grande star qui a été même surnommé le Hulk Hogan mexicain dans les années 90 et qui a ensuite aura managé après ça l'équipe LAX de Homicide et Hernandez. Ron Killings, c'est la réelle identité de R-Truth. Donc voilà, pas besoin de préciser, je pense plus. B.J. James, Road Dogg, Jesse James, voilà, c'est sa vraie identité. Enfin, c'est plus connu, je dirais.
Et petite histoire autour du match, il y avait, c'était l'époque où Kid James, alias l'ancien évidemment acolyte de James au sein de la WWE, une fameuse équipe, et qui voulait reformer l'équipe. Bon, forcément, ça a fait quelques remous, et peu de temps après le match, sur un autre match entre Team Canada et Free Life Crew, et puis là, Conan finira par se désolidariser complètement, et puis partira donc manager LAX. Voilà, après ce long passage. Voilà, bon, moi personnellement j'ai rien retenu de spécial du match, donc je vais laisser parler le patriote canadien MP. Au Canada. Bon, ok, je chanterai pas au complet, mais... C'était le theme song. Oui, c'était le theme song. Je trouvais que c'était le match le plus mauvais de la soirée, carrément. Je trouve que, bon, 5 minutes on aurait 59 pu... aussi, c'est le plus court. Eh oui, heureusement. Le deuxième plus court, pardon, autant pour moi. C'était quoi le plus court? Le main event. Je croyais que le main event avait duré de plus de 10 minutes. En tout cas, c'est ce que j'avais sur mon DVD. Ah d'accord, je foirer ma truc alors. Bon. Okay. Je parlerai pas de la durée main event alors. Ouais, ce match-là, c'était centré dans le fond sur l'angle que Keith James, est-ce qu'il tournerait heel ou non, quoi. Puis c'est tout ce que j'ai retenu, j'ai l'impression, quoi. Parce que j'ai l'impression que ce match-là était vraiment inutile. C'était juste pour essayer de pousser cet angle-là que Keith James pourrait peut-être tourner heel. Puis finalement, il a rejoint le Free Life Crew. Puis on l'a vu aussi dans la bataille royale plus tard, que Keith James était vraiment un face, quoi. Parce qu'il avait empêché momentanément l'élimination de Ron Killings. Donc, oui, je trouvais que c'est pas un grand match. En fait, j'ai carrément presque plus retenu comment je dirais ça, l'habit de Conan, comment il luttait quoi, en jeans. Ah oui, très les rues, oui. Oui. Moi j'ai bien aimé son style parce que c'est vrai que je me doute que Sébastien était la même carte. Moi je l'ai très peu vu lutter, voire carrément pas du tout, à part là et à 2-3 autres reprises, mais sinon voilà. Je trouvais plutôt bon dans le match, sur le peu qui a été montré en tout cas. T'as pensé quoi? Du match en général aussi. Ouais, moi j'ai trouvé que le match était confus, chaotique également. Je crois que c'est également le match que j'ai le moins apprécié de la soirée, surtout que j'avais une petite attente quand même autour de ce match-là, parce que Team Canada et True Life Crew, c'est quand même deux équipes assez historiques, on peut dire, à la TNA, qui ont marqué chacun à leur niveau cette fédération. Et donc voir le résultat qui a suivi, ça m'a fortement déçu. Quoi? Je crois que oui. Ah, t'as pas aimé la victoire de Team Canada? Ouh, attention. Non. J'ai pas. Je pense que on va devoir virer Seb. Eh oui, mais surtout que là tu vas pas aimer, et quand on va passer au prochain match, c'est encore l'instant canadien tout ça, donc attention. Le suivant me gêne moins. Sinon, non, pour compléter vite fait l'analyse, on pourra rajouter que Keith James va former avec BG James dans le futur à la TNA deux clans séparés qui s'appelleront la Voodoo King Mafia et le James Gang également. Ce sera les années qui suivent. Eh oui, effectivement. Et il y aura toute cette feud avec la WWE. Je sais pas si vous vous en rappelez, vous avez un peu suivi l'époque. Ah oui, en 2006, c'était, oui, effectivement, oui. Où il moquait Vince McMahon et ouais. Ben justement, vu le nom du groupe, VKM, les initiales de Vince McMahon. À l'époque, c'était eux qui moquaient le plus, justement, c'est eux qui étaient chargés de mener les segments, tout ça, ouais. Avec un faux Vince, un acteur qui ressemblait beaucoup à Vince et voilà, qui jouait son rôle. Il y en avait même un qui jouait le rôle de Triple H aussi. C'est assez marrant, oui. Ils avaient essayé d'envahir, ils avaient fait un angle comme ça, d'envahir à la TNA, mais ils s'étaient fait repousser, ridiculiser complètement lors d'un show en 2006. On peut passer à la suite sans quitter le Canada, je pense, avec un match X-Division label, je dirais. C'était un Ultimate X match pour déterminer le prochain challenger pour le titre X Division.
et qui opposait littéralement 3 routiers de ce genre de match de l'X-Division, Petey Williams, Chris Sabin et Matt Bentley, qui est accompagné par Tracy Brooks pour les gens du genre Gus et Vincent par exemple, je pense à eux, qui aiment voir les jeunes femmes autour du ring. Et à l'arrivée, Petey Williams a très vicieusement pris le X qui lui est tombé dans les mains en fait, au bout de 13 minutes 38 secondes, un X qui avait été replacé en fait juste avant, parce que il était tombé d'un coup en fait, ça se bataillait en haut et puis il était tombé d'un coup au sol. Et à l'époque, depuis les règles ont un peu changé, mais à l'époque, non, fallait remettre le X, comme il faut, voilà. Donc c'est un peu vicieux la victoire de Petey Williams. Bon, pour préciser, quand même les trois routiers de l'X-Division. Matt Bentley, il a commencé sous le nom de Michael Shane et il était du tout premier Ultimate X match en fait en 2003 et il avait gagné, il avait gagné en fait tout court. Je dis une connerie. Et il avait gagné une deuxième fois Ultimate X match, deuxième fois le titre X Division à cette occasion avec Kazarian. La particularité, les deux avaient été co-champions. Et ensuite, passé à Chris Sabin évidemment, bon connu maintenant encore évidemment à TNA, qui en aura surtout remporté trois autres Ultimate X match mais qui ensuite en aura disputé pas mal avec son pote Alex Shelley au sein de l'équipe Motor City Machine Gun. C'est évidemment en 2013, récemment à sa anniversary, il avait récupéré lors de cette stipulation le titre X Division. Et du côté de Petey Williams, ça lui fait 2 victoires et puis il sera pour la deuxième fois donc plus tard, non, c'est une connerie, il était déjà champion avant. 2 fois champion X Division, dans la première fois où il était sorti quand même vainqueur d'une gauntlet de 22 participants. Il y avait quand même une grosse prime à l'X Division à l'époque. Et puis des gros moves, je pense notamment à une powerbomb de Chris Sabin sur Matt Bentley qui partait quand même tout en haut au niveau du X, quoi. C'était assez impressionnant. Bon, malheureusement pas de Canadian Destroyer parce qu'évidemment moi j'adore ce move, donc forcément j'aurais bien aimé le voir, mais très vicieux Petey Williams. C'est un match où je me suis régalé évidemment. Bon encore le Canada, l'instant canadien, donc on va repasser par MP. Je suis d'accord sur la qualité du match, c'est un très bon match. Tu l'as mentionné, je trouve un peu dommage d'avoir eu ce moment où ce que le X est tombé à la fin. À la fin, on a dû le replacer. C'est un peu brisé le momentum du match, quoi, parce que on était vraiment dans le finish. Les lutteurs y allaient à fond. Et je dis ça, mais ils ont presque été à fond pendant tout le match, quoi, parce que c'est un match qu'il n'y a pas eu vraiment d'arrêt, quoi. On n'a pas eu une certaine domination d'une personne. Je trouve que c'était très bien dans le sens où ce que les trois, ils ont très bien utilisé la stipulation, parce que on n'a pas eu, par exemple, dans des three-way, des fois on a deux mecs qui sont ensemble, puis t'as un mec qui est à l'extérieur qui fout rien, quoi. Mais là, dans ce match-là, j'ai l'impression que les trois s'utilisaient très bien. On avait des spots à trois à quelques reprises. Je trouve que tout s'enchaînait bien, pas de botch encore une fois. Euh, Puis j'ai l'impression que aussi, même si j'ai un peu dénigré le finish, dans le sens que bon, le X est tombé, on a dû le replacer. Mais je trouve que les lutteurs ils ont dû improviser, ils l'ont bien fait, quoi. Ils ont pas Et oui, ils ont pas Bentley a attendu, continué quoi. à batailler avec Sabin, oui, c'est vrai, oui. Ils ont pas attendu, ils sont allés à l'extérieur, ils ont fait leur chose pendant que les officiels replaçaient le X et ça s'est très bien enchaîné quand même pour cette situation-là qui est un peu improvisée. Donc puis j'ai l'impression aussi que le finish ça devait pas être le finish originaire, je pense. Parce que ils ont refait un Ultimate X la semaine suivante à Impact, qui est d'ailleurs sur le DVD de Bonne Fouglerie En 2005. effet, oui, c'est vrai Donc, que j'ai précisé qu'il en a gagné 2 Williams, effectivement, c'est celui-ci et celui d'après Impact, voilà. Ouais, tu peux donc continuer. on a refait ce match-là parce que c'était pas, je pense, le finish qui devait être présenté dans ce show. Donc, c'est quand même, je trouve, un bon finish dans le sens que le Williams, il attrape le X alors qu'il n'était pas
dans le fond, dans la course pour l'avoir, quoi. Il était au sol, tandis que Bentley et Saban se bataillaient pour la chance d'être, je crois, à l'époque, le number one contender, je crois, dans ce match-là. Oui, number one contender, oui, qui ensuite allait perdre contre AJ Styles. Ouais. Donc, ouais. Puis je trouve que à l'époque, on avait déjà une division X beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Ça, ouais. Déjà, il y avait beaucoup plus de gars. Amazing Red aussi, par exemple, tout ça. Ouais. Parce que là, on a déjà le pre-show qui était très bon. On a ce match-là, on va aussi on va avoir le Ironman match plus tard. Donc, on a plusieurs matchs exhibition, puis tous d'une très bonne qualité, j'ai l'impression. Vraiment, je trouve que quand on regarde ces noms-là qu'on a eu sur ce show pour l'exhibition, c'est pas non plus des mecs qui ont passé dans l'oubli, à part peut-être Matt Bentley, qui est pas vraiment, je pense, connu aujourd'hui, quoi. Mais les autres, sinon, quoi, je pense qu'ils ont tous eu des belles carrières, respectivement. Que ce soit Athena ou même soit à l'ROH comme Austin Harris, Roderick Strong, qui sont continués à l'ROH, puis après Harris est revenu à Athena, mais je veux dire, ils ont eu quand même des belles carrières, puis on voit que c'était pas des mecs lambda, puis c'est des mecs qui ont... L'Athéna passe vraiment comme innovatrice dans ce cas-là parce qu'ils ont les stipulations Ultimate X, mais ils ont aussi des mecs qui ont marqué le futur, quoi, qui ont prouvé que c'est à ce moment-là, ils n'étaient pas vraiment connus, mais ils ont prouvé que c'était des très bons catcheurs. Et oui, en effet, oui, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Et d'ailleurs, oui, tu évoques le fait qu'il y ait eu 3 matchs de exhibition. Bah, pour moi, il n'y a pas photo. C'est les 3 meilleurs matchs du show, ouais, je pense. Si on pouvait faire un classement, voilà. Ce serait le deuxième match du show, je pense, Ultimate X Match. Avec aussi un truc un petit peu imaginatif à un moment, un truc assez impressionnant. C'est Chris Evans qui avait fait retomber durant le match Bentley sur Williams à terre. C'était très bien fait, ça. Donc Seb, toi qui as vu quand même pas mal d'Ultimate X Match, il y en a officiellement 31, c'était le 8e de la série, t'en as pensé quoi? Ouais, moi je le passerai dans les meilleurs Ultimate X match que j'ai vu. Hein. C'est un match plutôt solide. Il y avait des spots spectaculaires avec une prise de risque toujours. Il n'y a pas eu enfin, il n'y a pas eu de prise de risque en fait qui a été prise. Je veux dire, tout a été maîtrisé du début à la fin, malgré que ce soit des spots assez spectaculaires. Donc ça a été bien réalisé. Mais malheureusement, ce qu'on retiendra le plus, c'est comme vous le dites avant, hein, c'est le problème technique avec le X à la fin. Hein, ça, c'est malheureux parce que on oublie presque le spectacle qui s'est passé avant pour se concentrer là-dessus et c'est plutôt dommage. Et c'est surtout quelque chose qui reste à la TNA, ce genre de problème. Je me rappelle encore cette année en 2013, récemment, il y a eu un match Full Metal Mayhem entre Bully Ray et Jeff Hardy. Petit exemple, c'était la table qui avait craqué alors qu'elle ne devait pas craquer. Enfin, ce genre de choses, j'ai l'impression que ça n'arrive que à la TNA et c'est assez malheureux en fait. Et oui, une petite maladresse, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais j'ai l'impression que du côté de l'Ultimate X, on a plutôt réglé ce problème. Il n'y a pas vraiment eu d'autres incidents dernièrement, en tout cas, ce que je me rappelle que le X soit tombé ou la ceinture soit tombée. Donc, je trouve que c'est plutôt réglé, tandis que je me rappelle, par exemple, les premiers Ultimate X, on avait presque toujours ce problème de logistique que le X voulait tomber ou je sais pas quoi. Donc, ça semble plutôt réglé de ce côté-là. En tout cas, je l'espère. Même si depuis récemment, moi je me rappelle lors de l'Ultimate X Match, mais ça c'était scripté plutôt, c'était Kenny King qui avait pris le X à terre aussi, un opportuniste un peu, mais c'était dans d'autres circonstances, c'était beaucoup plus voulu, là c'était clairement involontaire, oui, ça c'est sûr. S'il y a rien à rajouter, on peut passer au prochain match. Oui, je crois qu'on est prêt pour ce prochain match. Match par équipe pour les titres par équipe qui à l'époque n'étaient pas dénommés TNA mais NWA, c'est-à-dire que c'était un truc de droit, les titres par équipe de la TNA s'appelaient NWA entre 2002 et 2007. Voilà. Ben, la TNA était associée à l'époque avec les NWA. Donc, oui, les shows s'appelaient NWA ouais. TNA, ouais, jusqu'en 2000. Jusqu'en 2005, je crois. À peu près, je crois. Bon, le titre tag team, le titre majeur, je crois, était avec cette mention NWA, puisque ils utilisaient les titres de la NWA. On y viendra au main event, mais oui, tout juste. Oui, ça s'appelait à chaque fois comme ça. Oui.
Et jusqu'en 2007, ce sera le cas. Ensuite, la NWA reprendra toute seule, en fédération seule, les noms, et puis on passera à TNA pour la dénomination et ceinture. Et pour le titre, c'était les deux plus fameuses équipes de l'époque, les America's Most Wanted de Chris Harris et James Storm, les champions en titre depuis à peine la veille en fait, et qui retrouvaient The Naturals, c'est-à-dire Andy Douglas et Chess Stevens, qu'ils ont battu au bout de 10 minutes 38 secondes. À l'époque, les America's Most Wanted, c'était les chaînes gardes de Jeff Jarrett, qui avait créé un clan Planet Jarrett. Et ils ont été unis les deux 4 ans entre 2002 et 2006, et ils ont quand même eu 6 fois les titres, et ils étaient en rivalité avec les Naturals depuis mi-2005, donc ça fait depuis un moment. Et les Naturals, eux, ils ont été 3 fois champions par équipe à TNA. La précision, c'est que les titres NWA par équipe, ils changeaient de propriétaire même en cas de disqualification en fait, c'était la particularité. Et là, à la fin, Douglas était menotté à l'extérieur et Stevens, a pris cher à la fin. Un match, j'ai trouvé un peu brawl, un peu fouillis la plupart du temps, qui m'a pas beaucoup marqué personnellement. Je sais pas, t'en as pensé quoi, BMP, justement, toi qui avais parlé? Tu n'as pas mentionné par contre que les titres avaient changé la veille à Impact. Si, la veille, oui, j'avais dit, oui. Il l'a dit. Ah oui, tu l'as dit. D'ailleurs, ils ont fait une petite vidéo sur ça, oui. Oui. C'est ça que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a eu le funérail de Team 3D, qui a eu un... Oui, qui débarquait à la TNA depuis peu, et les America's Most Wanted commençaient une rivalité avec eux aussi. Ouais. Il y a eu ce magnifique segment Impact, dans le fond, de leur funérail. Après, ils avaient eu un beatdown, je crois, puis après ça, on a vu tout ce segment des funérailles de Team 3D, et là, on va revenir au main event plus tard, mais on a eu une belle fin impliquant Team 3D, donc j'avais trouvé ça bien de le montrer dans cette promo, quoi, puisque ça allait jouer une certaine importance plus tard. Donc, mais je suis pas vraiment d'accord avec toi, du sens que oui, c'est peut-être pas le meilleur match de la soirée, mais je trouve que ça fait un match différent, quoi. On n'a pas eu vraiment beaucoup de brawling dans le show. Non, mais après le match n'était pas bon, mais disons qu'il ne marquera pas spécialement, voilà. Non, c'est clair que si tu regardes ce show, c'est pas le match que je vais retenir, mais j'ai pas trouvé ça si mauvais, et j'ai pas trouvé le match est pas tellement long non plus, donc ça me dérange pas vraiment, dans le sens que dans ton plus gros show d'année, il faut que les titres par équipe soient défendus, donc sur ce côté-là, je pense on devait avoir un match pour le titre. Par contre, ce côté de la logistique latérale, peut-être que j'aurais fait le changement de titre à Bonne Fourguerie plutôt que la veille Impact. Je pense que ça aurait peut-être eu plus d'impact, justement, d'avoir le changement de titre dans le plus gros pay-per-view, de faire payer les gens pour un changement de titre plutôt que l'avoir à la TV gratuitement. Donc, surtout pour un délai d'un jour, quoi. Donc, je sais pas, c'est peut-être un peu con de l'avoir fait comme ça. Mais c'est presque comme s'ils avaient emballé à la fois la prise de titre la veille et puis le rematch le lendemain, c'était déjà bouclé, quoi. En fait, ils bouclaient déjà la rivalité, c'était ça le truc. Un peu bizarre. La WWE a fait la même chose dans le sens inverse avec The Miz contre Wade Barrett pour le titre intercontinental. Hein. C'est à peu près la même situation. Oui, des années plus tard, effectivement. Ouais. T'as pensé quoi, toi, du match et puis du contexte? Avec ils étaient accompagnés aussi, les America's Most Wanted, par Gail Kim. Effectivement, ouais, une knockout très importante à la TNA, puisqu'elle était la première championne de la division féminine, tout simplement. Sinon, le match en tant que soi, c'était un match d'une dizaine de minutes plutôt pas mal, mais ouais, comme tu l'as dit, rien de bien mémorable. J'ai trouvé que l'équipe des Naturals était une équipe plutôt appréciable, que tu as envie de soutenir. Ça se voit que c'est une équipe de jeunes qui affrontent la grosse équipe de heel du moment que tout le monde déteste. Donc même sans suivre les storylines du moment, j'avais vraiment envie de voir cette équipe de jeunes gagner le match. Malheureusement, ils n'ont pas fait pour eux, mais c'est vrai que face à eux, tu avais quand même une équipe qui marque la fédération. À MW, c'est quand même pas rien. Même si Chris Harris est rien,
à la WWE malgré son petit personnage de Braden Walker dont vous n'avez pas parlé. À ce mythique run que tout le monde parle encore. 3 semaines Oui. magiques. Bon, bah, d'ailleurs, il s'en moque lui-même, en ayant sorti une vidéo, bientôt, revoyez le DVD, de la carrière de Braden Walker à la WWE, et puis il montre en boucle les images, de son petit passage. Et, je sais pas, on n'a pas vraiment encore parlé, mais il y a eu plusieurs interventions et tricheries dans ce match-là, mais moi, ça m'a pas vraiment dérangé. Je sais pas, je vois vraiment l'utilité pour AMW, qui sont vraiment le clan heel avec Jarrett, quoi, de tricher, puis vraiment de, d'avoir cette domination contre les naturels, puis vraiment, ils passent vraiment comme les ultimes heels après ce match-là, j'ai l'impression, puis euh, on ne peut qu'être un peu triste pour les naturals qui n'ont pas gagné de titre, quoi. C'est vrai que c'est 2 fois l'utilisation d'une bouteille de bière qui aura permis à la AMW de remporter ces 2 matchs, hein, il me semble. Eh oui. Ne buvez pas d'alcool, c'est le message. On peut passer à la suite. C'est parti. Sans disqualification, au Hardcore à tout va, le fameux Monsters Ball match, avec un quatuor d'habitués à l'époque qui était en feud continuel depuis 2005 et rivalité croisée, avec Rhino Abyss accompagné par James Mitchell, qu'on a évoqué récemment d'ailleurs, qui avait fait son retour comme manager de El Messias lors d'un triste pay-per-view à Hardcore Justice, One Night Only. Bref. Et il y avait aussi Sabu et Jeff Hardy. Ouais, Jeff Hardy était à la TNA à l'époque, où il a fait un run un peu chaotique de 2 ans, à cheval entre 2004 et 2006. La petite histoire, c'est que Jeff Hardy, il fait son retour le mois dernier lors du non, je dis une bêtise, il avait fait son retour en fait fin août. Il revenait d'une suspension de 4 mois parce qu'il s'était pas présenté lors d'un match contre Raven à Hard Justice. Bon, à l'époque, il y avait plusieurs soucis quand même d'acheminement des catcheurs. Il y en a certains qui loupaient, et puis la TNA sanctionnait durement. Et en fait, la première aventure de Jeff Hardy, le premier run avec la TNA, se terminera de la même façon. En fait, il loupera encore un autre match et il sera licencié. Donc, mais un bon temps après quand même, la TNA ne explosera plus à l'écran, quoi, vraiment. Et il est retrouvé sur son chemin Abyss, avec qui il a une énorme rivalité début 2005, notamment. Moi, je me rappelle d'un First Count Anywhere match, c'était à Destination X, qui avait beaucoup marqué, enfin pour moi personnellement. Et là encore, Jeff Hardy il marque encore avec le move du show, je pense qu'on en parlera après. Et sinon, Rhino, je pense qu'on va pas non plus préciser des masses, parce que il aura un grand rôle à partir de là maintenant dans son pay-per-view. C'est lui qui sort vainqueur, donc en atomisant par le Rhino Driver depuis la 3e corde de Jeff Hardy au bout de que je regarde la durée. 11 minutes 47, voilà. Et puis Sabu, qui était à TNA, oui, à l'époque, évidemment, la légende de l'ECW de l'extrême, avec sa fameuse chaise et ses moves hardcore, voilà. Et pour moi, un match vraiment sympathique, même si j'aurais préféré que les punaises à la fin, elles aient pu jouer un rôle, finalement, elles en ont pas joué. Mais sinon, le move du show, évidemment, je vais revenir vers toi, Seb, le move de Jeff Hardy qui s'est détruit avec une Swanton Bomb de je sais pas, 6-7 mètres de haut sur Abyss, qui était placé sur une table. C'était tout au haut de la rampe. Ah ouais, c'était exceptionnel, hein. J'avais déjà vu ce mouvement. Je l'avais vu sur des vidéos qui traînaient sur internet, hein, comme on peut en voir souvent, et je l'avais jamais vu dans les conditions du direct avec le match en intégrale. Et c'est vrai que c'est quand même une sacrée prise de risque de la part de Hardy, qui risque tout simplement sa carrière là-dessus. S'il se loupe, ça peut faire de terribles dégâts. Enfin, c'est vraiment une prise de risque insensée, mais vu que ça a été réussi, on peut qu'applaudir et respecter Jeff Hardy pour ce qu'il a fait. C'était vraiment impressionnant. Sinon le reste du match, j'ai vraiment apprécié, hein, parce que pour un Monsters Balls, on a été plutôt
plutôt satisfait. On a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire du sang, des objets, des prises de risques. Ouais, moi j'ai vraiment apprécié la fin de match également, qui était assez intéressante, avec un pile driver du haut de la troisième corde, il me semble, et c'était aussi une sacrée prise pour finir le combat que j'ai vraiment apprécié du début à la fin. MP. Mais moi, ça reste un de mes meilleurs spots fesses. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu, je sais pas comment je peux dire ça, mais je croyais que c'était un des meilleurs matchs que j'avais jamais vu, jusqu'à temps que, bon, je me ressaisisse et que je comprenne que la lutte, c'est pas juste des spots fesses, mais, bon, à l'époque, ça faisait déjà un bon bout de temps que j'ai vu ce show-là, je pense. Je dirais peut-être quoi, 3 ans, je sais pas. En tout cas, ça fait déjà un bon bout de temps. Ouais, c'est vraiment, je veux dire, dans l'art du spot fest, si on considère ça que c'est un art, c'est un des meilleurs spot fest, quoi. Puis vraiment, ben, c'est sûr, j'avais pas vu le match depuis longtemps, mais c'est clair que bon, je me rappelais du pad driver de Renault à la fin, le Swanton de Hardy, que bon, c'est pas juste la hauteur aussi qui est impressionnante du côté d'Hardy, c'est que sur le Swanton, c'est que il y a une certaine largeur aussi, parce qu'il faut qu'il saute jusqu'à la table, quoi, qui est placée, je dirais au moins quelques mètres, quoi, parce qu'il faut tout ce qui passe, quoi, l'entrée, quoi. Donc c'est impressionnant. Pour ceux qui l'ont pas vu, je conseille vraiment d'aller chercher sur YouTube. Il est probablement, en tout cas, il était à l'époque le Swanton sur YouTube, donc j'imagine qu'il l'est encore. Euh, c'est assez impressionnant. Puis c'est surtout un spot qu'on se rappelle pas vraiment de Jeff Hardy, puisque c'est arrivé à la TNA, donc je pense surtout à ces Swanton dans les TLC, quoi, mais euh, à la TNA, on se rappelle un peu moins de ce qu'il a fait. Puis j'ai trouvé que c'est un des meilleurs spots de sa carrière, du côté, quoi. Oh my God, et surtout aussi la perfection, quoi, du Swanton, parce que c'est vraiment comme je rappelle, un des plus difficiles qu'il a fait. Donc c'est assez impressionnant. Puis c'est un match qui démarre un peu lentement au début, mais quand c'est lancé. Et bon, je dis ça souvent dans ce pay-per-view-là, mais j'ai l'impression que c'est encore un de ces matchs-là qui n'arrête jamais, que t'as pas le temps de t'ennuyer. Donc bon, c'est pas un match exhibition, mais je veux dire, du côté hardcore, je veux dire, les spots sont là, et ça arrête jamais. Donc si vous êtes fan de matchs hardcore et de matchs qui a beaucoup d'action, donc c'est pour vous, c'est clair. Et même si bon, euh, vous n'aimez pas nécessairement, je sais pas moi, les spots faits, c'est peut-être un des meilleurs dans cette catégorie-là, donc je le conseillerais quand même. Et oui, idem, oui, c'était le deuxième Monster Ball de l'histoire, il y en a eu 14 officiellement, parce qu'il y en a eu aussi une sacrée pelletée à une époque à notre show. Le spécialiste évidemment Abyss avec ses victoires, et Rhino il en a remporté 2. Voilà, donc bon, on peut passer à la suite s'il n'y a rien à rajouter suite à ce beau bordel. Faut ranger. Avec le titre X-Division en jeu dans un Ironman match de 30 minutes entre deux vieux amis, mais aussi deux vieux rivaux, surtout Jay Styles et Christopher Daniels, évidemment. Rivaux depuis toujours à la TNA, depuis le début presque. Et d'ailleurs, oui, que j'ai. Daniels avait pris le titre à AJ Styles en mars lors du pay-per-view Destination X, et puis le mois précédent, donc For Glory à Unbreakable, AJ Styles avait de façon magistrale, lors d'un match mythique de la TNA, repris le titre lors d'un fameux freeway contre Daniels et Samoa Joe, et là donc ils s'affrontaient à nouveau Styles et Daniels. AJ Styles l'a emporté, mais dans la dernière seconde, vraiment un tombé, le Styles Clash qui a frappé à toute dernière seconde, donc 1-0 ça a suffi, un but limite dans les arrêts de jeu en fait, et donc il a conservé le titre face à son vieux rival dans un match d'une qualité absolument remarquable. Tous les matchs entre eux sont vraiment des classiques absolument monumentaux, vraiment. Parce que t'en penses, Sébastien?
Ah ouais, totalement, moi je te rejoins, mais alors totalement, c'est vraiment un match exceptionnel, très bien géré sur une demi-heure, avec des moments forts, des moments moins intenses pour que les catcheurs se reposent un petit peu, mais c'est constamment très bon au niveau technique. Ils réussissent l'exploit de faire passer cette demi-heure très très rapidement, on s'ennuie absolument pas du début à la fin, donc à n'en pas douter, c'est clairement le match de la soirée, il faut le voir ce match-là. Dans le registre du catch pur, c'est vraiment quelque chose qui se fait de mieux sur cette soirée-là. Faut donc le voir. J'ai bien aimé aussi, comme tu l'as dit, le fait que la victoire se joue au dernier moment et qu'il n'y ait pas une succession de tombées du genre victoire 3-2 pour AJ Styles ou victoire 2-1 pour Daniels par exemple. Je préfère qu'il y ait un seul tombé dans ce match-là. Ça m'a bien plu. Ça prouve que les deux catcheurs ont résisté pendant une demi-heure, ils sont déchirés pour tenir le plus longtemps possible et finalement tout se joue dans le dernier moment, donc ouais, j'ai vraiment kiffé. Et MP. Ben moi j'ai un peu je sais pas, un coup de cœur pour ce match-là parce que c'est un match que bon, je vais revenir encore à l'époque quand j'avais vu ce show, mais en tout cas, j'espère que ça intéresse les gens, mais sinon passer peut-être une minute après. Ouais, à l'époque quand j'ai vu ce show, je me rappelle, j'ai vu ce show-là, puis c'était le match que j'avais plus apprécié, puis finalement, bon, c'est encore le match que j'ai apprécié le plus, mais quelques jours après, peut-être une journée après, j'ai revu ce match-là parce que je l'aimais trop, quoi. Donc ça prouve que je sais pas, ça prouve que vraiment que j'apprécie vraiment ces deux hommes-là. Puis dans le ring, c'est quoi, c'est deux mecs que je dirais peut-être les deux meilleurs catcheurs de, je sais pas comment dire ça, mais dans leur catégorie de poids, dans leur style. C'est peut-être les deux meilleurs de la dernière décennie. Donc, c'est vraiment, je trouve que leur match, bon, pas seulement celui-là, mais aussi à Against Out Odds, c'est un autre match de 30 minutes qu'on a vu dans la promo d'avant-match, exceptionnel. Encore un autre match de 30 minutes sous cette stipulation-là qui était encore extraordinaire avec une victoire d'AJ en prolongation. Puis t'avais aussi comme Bruce l'a mentionné, le three-way qui est pour moi avec Samoa Joe qui est pour moi le meilleur match de l'Athéna dans leur histoire. Donc c'était vraiment une année exceptionnelle pour ces deux hommes-là. Puis ça s'est même transporté l'année suivante. Je pense qu'ils avaient un three-way Ultimate X qui est un peu décevant à mon avis. Mais je l'ai pas revu depuis longtemps. Donc euh, peut-être que je changerai d'avis si je le reverrai. Mais selon moi, il était peut-être une coche en dessous de ce qu'ils avaient donné précédemment. Mais pour revenir à ce match-là, je suis d'accord avec Sébastien que moi j'adore avoir des scores qui sont assez bas dans les run match parce que je trouve que bon, si par exemple on a eu 6-5 en 30 minutes, on s'entend que je trouve que la crédibilité des deux hommes en prend un peu quoi. Se piner 5 fois en 30 minutes, c'est un peu je sais pas comment dire ça, mais ta réputation souffre un peu quoi. Tu passes un peu comme une merde. Donc je trouve que c'était très bien de le garder jusqu'à 1-0, puis on a réussi un suspense énorme de cette manière-là, surtout avec le timing du finish avec qui se termine quoi quelques secondes avant que le match se termine. Donc c'est super quoi. Puis je trouve que malgré que les deux sont affrontés souvent, je trouve qu'ils nous ont servi une recette différente. Les counters t'as très bien exécuté. Il y a pas eu de défaut. J'ai l'impression dans ce match-là, c'est presque un match parfait. Là. Je ne noterais peut-être pas 5 étoiles, mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut demander de plus. Peut-être du côté psychologique d'être une partie du corps en particulier, mais vraiment, les moves sont super. Les counters sont géniaux. J'ai retenu la fin du match, je crois qu'il restait 3 minutes. AJ Styles qui part dans les cordes, dans le fond, qui veut partir sur le handstand elbow, c'est contre en souplex par Daniels, puis AJ carrément le scelle pas du tout le move, puis il revient avec une superbe clothesline, quoi que Daniels scelle comme j'ai jamais vu quelqu'un, je pense, scelle une clothesline aussi bien, quoi. Donc c'est vraiment un match super avec peut-être bon, il y a une pancarte à l'avant qui est écrit Match of the Year. Je sais pas, peut-être pour 2005, j'ai pas tant suivi 2005, mais je veux dire,
À part le Triway à Athéna, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu grand chose qui rivalisait avec ce match-là. Il y a match entre les deux, oui, ça c'est sûr. Ouais. Donc, c'est pas mal la fin de mon analyse. Là. Vraiment, je pense pas qu'on peut avoir meilleur entre ces deux hommes-là, quoi. Effectivement, oui. Ben, un grand classique qu'on vous conseille de voir, ça se trouve facilement sur YouTube et Télémotion, ça c'est sûr, c'est garanti. Bon, on peut passer à la suite avec un match qui a été rajouté. C'est un match entre 10 hommes, c'est un gauntlet match intitulé Pour l'or, un match organisé par Larry Zbyszko, annoncé durant le show d'ailleurs. Parce qu'en fait, Jeff Jarrett, au départ, il aurait dû défendre son titre NWA poids lourd, c'est-à-dire maintenant, ce qui est le titre TNA poids lourd. Il aurait dû le défendre contre Kevin Nash, qui venait de revenir à la TNA, mais Kevin Nash a eu une alerte cardiaque, donc il a été hospitalisé la veille. Ce qui fait que du coup, en urgence, il y a eu ce match entre 10 hommes qui a duré 14 minutes 16. Où d'abord Samoa Joe et Ron Killings ont débuté, et puis ensuite toutes les minutes dans l'ordre apparaissaient Sabu, Lance Hoyt, Abyss, Jeff Hardy, Monty Brown, Rhino, Kip James et Edge Styles, et qui revenaient donc très très vite après son match précédent. Et à l'arrivée, Rhino est sorti vainqueur, donc, et a dans la foulée affronté Jeff Jarrett. On reviendra donc sur ce match-là, mais d'abord le gauntlet, qui est un déroulement sympa. Je sais pas s'il y a grand-chose à dire là-dessus, mais vous en pensez quoi? Moi, j'ai pas été spécialement fan. Déjà, j'ai trouvé que si déjà tu veux faire un match pour déterminer qui devient le prétendant numéro 1 titre poids lourd plus tard dans la soirée, pourquoi tu ne fais pas uniquement les lutteurs qui ont gagné leur combat tout au long de la soirée, tu les places dans ce match, parce que là c'était vraiment aléatoire avec plusieurs catcheurs qui ont perdu leur combat et qui se retrouvent finalement avec une opportunité pour gagner la ceinture plus tard. Et pourquoi aussi ne pas faire tout simplement une bataille royale par exemple, qui est beaucoup plus tu as beaucoup plus de chances pour tout le monde de remporter. Enfin, je trouve que c'était mal fait. C'est peut-être un des points noirs du show. J'ai pas particulièrement apprécié cette partie-là. Et MP? Ouais, mais moi je suis pas tant négatif sur Gauntlet. Je trouve que faire un Gauntlet c'est beaucoup plus intéressant qu'une bataille royale normale où ce que tout le monde est dans son coin, il essaie d'éliminer chacun des participants, tandis que là, bon, on avait un entrant chaque minute, un peu sous style du Royal Rumble, mais je crois au Rumble, je crois que c'est 2 minutes entre chaque participant, tandis que là, bon, on est à 1 minute, donc ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus d'action. Bon, il y a eu un coup de génie aussi de Monty Brown. Il s'élimine tout seul, le pauvre. Donc, Ah oui, il sort Jeff Hardy et puis ouais, il se sort tout seul aussi. Ouais. je sais pas qu'est-ce qu'il a pris, mais bon. Surtout que, bon, pour fermer cette parenthèse-là, Don West a dit que peut-être Monty Brown ne savait pas les règles, mais bon. si t'embarques dans un gauntlet, j'espère que tu sais les règles. Mais bon, j'ai trouvé que le match n'était pas si mauvais, mais dans le fond, il n'y a pas tant, je veux dire, tu retiens rien de ce match-là, sinon que le gagnant. Donc, je veux dire, c'est pas un super match, mais je trouve que, bon, comme idée pour désigner quelqu'un pour affronter le Jarrett pour le titre, je trouve que c'est pas si mauvais, surtout avec, je pense qu'ils n'ont pas eu vraiment beaucoup de temps pour organiser qui allait remplacer Nash, quoi. Je sais pas exactement quand c'est arrivé l'accident de Nash, mais je pense pas que c'était C'était juste la veille de ouais, ouais. Or, comme ça c'était la veille, hein, donc ouais. Donc ouais, c'est pas beaucoup de temps pour penser à un truc pour remplacer Nash, mais bon, je trouve pas que nécessairement Rhino c'était le meilleur choix, même si bon, il était dans cette comment je dirais ça, au dernier show, il était dans le match pour le titre avec Raven, je crois, à Unbreakable, donc il était un peu dans cette rivalité, je veux pas dire rivalité, mais il était dans cette title picture, il était dans le main event assez souvent, donc ça faisait du sens de côté-là, mais j'aurais bien aimé avoir un J-Style, par exemple, qui avait gagné un gros match avec Christopher Daniels, puis il rentrait 10e après son match et tout. Je pense que ça aurait fait une belle histoire de le faire gagner le titre
cette journée-là, mais on est allé avec Rhino. J'ai pas vraiment de problème avec Rhino, mais je pense que ça aurait peut-être été meilleur du côté des G, parce que je vois pas nécessairement Rhino comme un mec qui était un main eventer, je veux dire, un mec qui méritait la ceinture, quoi. Surtout que je pense qu'il la perd assez rapidement ensuite. Et oui, effectivement. Mais bon, en attendant, ben, comme on dit, jamais 203, il avait gagné le Monster Ball. Là, il gagne le Gauntlet Match. Et dans la foulée, tout de suite après, sans transition, à Jeff Jarrett qui débarque donc pour le match avec Tito Ortiz comme arbitre spécial. Évidemment, Tito Ortiz qu'on connaît maintenant, qui est revenu à TNA tout récemment. Donc qui était l'arbitre spécial, bon, qu'on n'a pas trop vu, très très sobre, bah, surtout là face au coup de Vislar de Jeff Jarrett, mais à l'arrivée, écoute, la TNA est allée au bout de la surprise et de l'idée, parce que bon, déjà au départ c'était pas prévu qu'il soit dans le match Rhino, mais il remporte surtout la ceinture, donc c'est assez énorme. Au bout d'un match, j'ai trouvé sympa, mais sans plus, parce que bon, Jeff Jarrett misait tout sur les coups de vicieux. Et pour l'après-match, petite précision, Jeff Jarrett avait amené aux abords du ring un cercueil en disant que quelqu'un allait quitter le show dans un cercueil. Donc toute l'alliance, une grosse alliance avec Team Canada et puis America's Most Wanted se sont acharnés sur Rhino et l'ont mis dans le cercueil, donc super début de titre déjà. Mais toutefois, quand même, il a eu l'aide de Free Life Crew qui sont arrivés. Je sais plus qui, The Nautilus qui sont arrivés aussi, je crois, oui, de mémoire. Et puis surtout Team 3D à la fin qui ont fait le ménage et même qui ont frappé le 3D sur l'infortuné Eric Young et qui ont sorti Rhino qui a fini en triomphateur. Vous avez pensé quoi du match et de toute cette fin? Sébastien. Oui, vas-y MP, pardon. Je corrige. Vas-y MP. Je sais pas, tu disais que... Tu disais dans le fond, tu rappelles toute cette fin-là, j'ai l'impression qu'un peu Rhino a été... il était pas vraiment en vedette à la fin, quoi. T'avais Team 3D qui est revenu, puis c'était vraiment, j'ai l'impression, c'est le moment C'était le plus plus ceux qui marquant. célébraient, mais lui derrière, Ouais. un petit peu, il avait sa ceinture, quoi. Voilà. Tandis que, ouais, lui qui était le nouveau champion depuis quelques secondes, il passait un peu en retrait, je trouve. Un peu dommage de ce côté-là, mais je trouve que c'était la bonne occasion dans tout le plus gros show de l'année de faire triompher les faces, d'avoir Team 3D qui faisait son grand retour, j'ai l'impression, parce que l'Impact Zone était quand même en délire quand Team 3D est arrivé, puis ça semblait un grand moment, quoi. C'était pas l'arrivée de Tito Ortiz. Non, qui est un peu bidé d'ailleurs. Hein. Oui. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est la bonne manière de finir le show, même s'il y aurait mis un peu peut-être Reno plus en avant. Mais le match en lui-même n'est pas un grand match, on s'entend. C'est un match plutôt court, un match qui, je pense que tu retiens pas, quoi. J'ai pas vraiment retenu de spot plutôt que, bon, il y a eu le Gail Kim qui a essayé d'intervenir, a été retenu par Tito Ortiz. T'as aussi America Most Wanted qui a essayé d'intervenir, qui se sont fait attaquer par Tito Ortiz justement. T'as Jarrett qui avait placé un coup de guitare à Rhino qui finalement a réussi à se relever puis plus tard porter son gorge, je crois, pour la victoire. Donc c'est un peu vraiment les seuls moments marquants du match qui a été très court puis qui a pas été. C'est clair que c'est pas un main event de qualité, mais je trouve que le résultat est beaucoup plus important. Puis le fait de finir la chose sur une victoire de face avec un nouveau champion, puis finalement le clan de Jarrett qui, malgré que AMW est toujours les champions par équipe, le clan de Jarrett qui est un peu qu'ils ont quand même perdu le titre majeur, donc c'est quand même quelque chose d'important. Puis on voit que le clan des faces arrive à rivaliser avec eux, qui sont finalement même au sommet avec le titre NWA en leur possession. Donc je trouve que c'est une très belle manière de fermer ton show, le show le plus important de l'année, quoi. Et Seb, t'en penses pareil? Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec l'analyse d'MP. Hein. C'est pas un main event exceptionnel pour conclure tout le plus gros show de l'année, mais dans le contexte dans lequel on se trouve, c'est compréhensible, puisque Rhino a déjà passé plusieurs matchs dans la soirée. Logiquement, alors il va souffrir pendant ce main event avec un rythme plutôt faible. C'est totalement logique. Et de toute façon, quoi qu'il arrive avec le match, tout va être effacé par la victoire finale
Rhino qui chope le titre. Donc à la limite la qualité du match, on s'en fiche un petit peu. J'ai envie de dire, c'est vraiment le changement de titre qui sort de nulle part et qui est là pour satisfaire peut-être la frustration des acheteurs qui ont acheté le show en pensant voir Kevin Nash contre Jeff Jarrett. Là, je pense que cette frustration est largement atténuée par ce changement-là. Donc la décision de changer le titre est légitime, et pour conclure ton plus gros show de l'année, c'est totalement normal. Et oui. Et puis donc ça récompense Décathlonien du soir, qui a fait quand même Monsters Ball, Gauntlet match et match simple. C'est pas mal. Plus une apparition dans le pré-show. En plus, c'est vrai, oui, effectivement, il a mouché Raven, qui du coup n'était pas dans le Gauntlet, parce qu'il a trop pété. Voilà. Et dans un show presque marathon aussi, quoi, après 3h30, je crois, de show. Ah oui, en cumulé. C'est quand même, oui, c'est quand même un grand show, quoi, dans le sens de durée, quoi. Effectivement. Ben justement, on va voir si c'est un grand show pour nous trois, avec les notes sur 10, la note de Sébastien. Alors moi je vais mettre un très bon 8 sur 10. C'est vraiment un bon show. On a eu 4 matchs X-Division au total de très bonne facture. On a eu un match hardcore qui était très bon. On a eu également une surprise à la fin du show. Non, vraiment, je pense que si t'as payé pour voir ce pay-per-view, tu ne peux être que ravi en sortant. Alors bien sûr, t'as quelques matchs moins intenses, mais dans une soirée de 2h30, il en faut aussi des matchs comme ça. Et globalement, c'est vraiment une très bonne soirée, j'ai trouvé. MP. Moi, je suis plutôt d'accord avec Seb. Moi, je vais donner 7.5. Bon, même si je veux dire, comme Seb l'a mentionné, il y a des matchs un peu plus faibles sur cette carte-là, surtout au début de la soirée. Bon, le Six-Man, entre autres, le match avec le Triple F Crew contre Team Canada, puis aussi, même si c'est pas si un déchet que ça, le Lance Hoyt contre Monty Brown qui est pas super non plus, mais je veux dire, sinon, t'as pas tant de merde sur ce show-là, t'as le pre-show qui est très bon, t'as le Lager Joe qui est un dream match même s'il est un peu court, t'as le Monster Ball qui est très bon, t'as l'Ultimate X qui est super aussi, t'as le 30 Minute Iron Match qui est un des meilleurs matchs de cette année-là, puis un des meilleurs matchs de l'exhibition, j'irais même à ajouter. Donc pour moi, t'as pas vraiment d'autres je veux dire, tu peux pas noter ce jour-là de manière décevante, quoi. T'as tellement des bons matchs de qualité que tu peux pas donner une note misérable chaud. Donc pour moi, c'est 7.5. Moi aussi 7.5, j'ai copié MP. C'est pas nécessairement meilleur Bound for Glory, mais c'est limite le deuxième meilleur dans ma chronologie, je dirais. Et c'est un show quand même très dynamique où les petits temps faibles arrivent à être masqués, ce qui est quand même pas mal. C'est un très bon enchaînement. Le bordel est bien géré à la fin, donc c'est bien quand même. Et à l'arrivée, ça fait une note record limite pour la TNA, je pense, de 7,67. C'est un peu historique pour la TNA, je pense. Donc à cette occasion, très bonne note. Eh oui. On va passer aux partenaires avant de conclure. Donc avec FN Lutte, Vox Catch, la Wrestling Evolution League, Instant Catch, Catch Asylum, Revolt. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter au compte @Westos Radio. Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook au compte Westos Radio officiel. Vous pouvez écouter donc les podcasts sur YouTube, le compte YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous êtes bien au courant, et sur archive.org également, vous pouvez télécharger le podcast, l'écouter également et le télécharger sur iTunes, et sur le Tumblr aussi. Et pour réagir, donc Twitter, Facebook, et également le mail avec en minuscule et tout attaché, westusradio@gmail.com. Donc au programme, on vous retrouvera, je pense, la semaine prochaine, courant la semaine prochaine pour l'Impact Wrestlers spécial Bound for Glory, cette fois-ci 2013. Bien sûr, on espère que ça sera un show aussi bon que celui d'il y a 8 ans.
Et puis pour la WWE, ben on vous retrouvera prochainement, voilà. Donc à moins que un de vous deux ait le mot de la fin, on va pouvoir conclure comme ça. On espère que Bound for Glory qui arrive dans quelques jours sera aussi bon que celui de 2005. Et MP, pas un petit au Canada à la fin, non, pour célébrer. Au Canada. Voilà. Ah ciao, à la prochaine. Salut tout le monde.